Salut tout le monde et bienvenue sur le petit plateau pour un nouveau numéro. Alors, ce numéro, ce ne sera pas une preview, ce ne sera pas un débrief, mais voilà, il y a des actualités, on ne pouvait pas passer à côté. Je voulais parler avec mes copains et quoi de mieux que de le faire sur le petit plateau? Je voulais parler du cas Juan Ayuso. Et avant ça, parce que je sais que vous avez déjà envie, je vois, Romain, je vois ta réaction. Avant ça, il y a un autre sujet qui a enflammé la toile dont j'ai vraiment envie de parler et échanger avec vous, c'est le Tour de l'avenir, mais en fait, plus précisément, Paul Sexas. On a eu une enflammade et une nouvelle guerre, Belgique-France, tout ce que je déteste, sur Mhm. le cas Paul Sexas. Paul Sexas, on nous le vend parfois comme le nouveau phénomène, mais vraiment phénomène. Phénomène de domination. Le prochain crack, je vais peut-être pas dire le prochain Pogacar, mais en tout cas, le vrai mec qui va dominer à l'avenir, bien plus que d'autres cracks. Et donc, ma question, elle est simple. Est-ce que pour vous, Paul Sexas est effectivement ce phénomène incroyable, sans aucune comparaison avec d'autres Krakiteux, ou est-ce qu'il est dans la cour des Jarno Widar, on a eu Philipsen l'année passée, le Danois, hein, pas notre Jasper à nous, Lorenzo Finn, Nordhagen, enfin ce genre de coureur. Où est-ce que vous vous positionnez par rapport à Sexas? Ben, moi, je le mettrais entre les deux. C'est-à-dire que Voilà. il est manifestement plus fort qu'un Lorenzo Finn, un Jacob Omrezel, etc. Euh, mais est-ce qu'il est plus fort que euh, les autres Craquito, pardon, qu'on a connus dans les années qui viennent de s'écouler? Bah, je suis pas sûr. C'est-à-dire que on a clairement un jeunisme dans le cyclisme. On en parle régulièrement sur le petit plateau. Mais quand on regarde un Tadej Pogacar ou un Remco Evenepoel, je ne suis pas certain qu'un Paul Sexas les dépasse. Peut-être qu'il les dépasse dans la catégorie aujourd'hui, et encore, ça reste à voir. Enfin, dans la catégorie, donc vraiment chez les espoirs. Maintenant, c'est vrai que on a vu un Paul Sexas qui était très bon sur le Dauphiné, qui fait huitième, je pense, hein, de mémoire sur le général. Alors, c'est clair que c'est un fameux résultat pour un gamin de 18 ans. C'est clair que des Pogacar, des Evenepoel et d'autres ne l'ont pas fait, mais parce qu'on ne leur a pas donné la possibilité de le faire non plus. Et parce que aussi, ces deux-là étaient dans des courses, enfin dans des courses, pardon, dans des équipes qui n'ont pas tout de suite mis comment, leur coureur espoir, on va encore l'appeler comme ça, sur les plus grandes courses. Hein, rappelez-vous, Remco Evenepoel écrasait tout chez les juniors. Il n'a pas passé par la case espoir, mais dès qu'il est arrivé en pro, euh, on l'a vu sur des courses de seconde zone. On n'a pas tout de suite placé sur les grosses courses. Et du coup, voilà, je n'ai pas envie enfin, je ne sais pas en fait exactement si un CXAS à 18 ans est plus fort qu'un Evenepoel, qu'un Pogacar à 18 ans. J'en sais rien, je ne sais pas. Il a des qualités qui permettent peut-être aux garçons de concurrencer ces gars-là à même âge, je vais dire. Mais c'est que quand ils seront les uns contre les autres qu'on pourra le voir. Et c'est clair que ça va être un phénomène. Mais je pense, comme il y en a d'autres, comme il y en a d'autres qui arrivent aussi, et donc il y a aussi la confirmation qui va devoir arriver, et c'est là où moi j'ai des craintes. C'est-à-dire que on sent qu'il y a le potentiel pour être vraiment un crack, mais on en fait un tel foin du côté de nos amis français qu'on est en train de mettre une pression de dingue, et rien que sur le Tour de l'avenir, quand on voit que voilà, il est quand même battu deux fois sur les deux étapes de montagne en ligne. Mais tout de suite, on nous le vendait comme étant le mec qui allait mettre 10 minutes à tout le monde au début, enfin avant le départ. Ensuite, on nous l'a vendu comme étant, ben, en fait, le mec, non, s'est planté, il est nul, en fait, il n'est pas si bon. Et puis, en réalité, il a géré son tour de l'avenir de façon exemplaire. Donc, on est toujours dans la culture de l'instant, évidemment, et c'est ça qui est très compliqué, je trouve, euh, pour prendre du recul finalement par rapport à ça. Donc, pour résumer, oui, clairement, dans sa génération à lui, à l'heure actuelle, c'est un super crack. Est-ce que à l'échelle du peloton professionnel, quand il va arriver, enfin il y est déjà, hein, mais quand il sera vraiment sur toutes les courses World Tour, est-ce qu'il va être plus impressionnant que ce que ne le sont aujourd'hui des Pogacar ou des Evenepoel? Ça, par contre, je ne suis pas sûr. Et il va rouler avec ces gars-là. Donc, il ne faut pas attendre de Paul Texas qui gagne 10 Tours de France consécutifs, parce que quand il va être amené à devoir gagner un Tour de France pour ses sponsors qui sont en train de mettre la pression, il y aura toujours des Pogacar, des Bien Evenepoel et sûr. compagnie. Hein. Donc voilà, faut nuancer. Bon. Alexis,
tu vas réagir à tout ça. Justement, je voulais aussi revenir un tout petit peu sur le Tour de l'Avenir pour te poser la question. Oui, effectivement, il a été battu 2 fois. Lui a déclaré diminuer. Bon, il a dit 90%, ça vaut ce que ça vaut, mais en tout cas, il a déclaré diminuer. Il avait renoncé au Tour de l'Ain pour maladie, apparemment, donc il y a peut-être du vrai dans tout ça. Voilà, c'est quand même le plus jeune coureur. On insiste beaucoup là-dessus. Je ne sais pas non plus si ça a une telle importance, 18, entre 18 et 19 ans pour Yarno, mais bon, voilà. Euh, mais enfin, c'est quand même le plus jeune coureur qui était hyper favori, qui a assumé son statut et qui gagne finalement. On n'a quand même jamais douté de sa victoire au final. Enfin, pas. On a un peu espéré, peut-être nous en tant que Belges, que Yarno pourrait faire quelque chose, mais donc toi, quelle perspective tu gardes de ça? Il a été battu 2 fois, comme Romain vient de le dire, ou bah, malgré tout, si tout ce qui est dit est vrai, bah, il a quand même facilement remporté ce Tour de l'Avenir en étant diminué face à tous les craquitos de sa génération. Bah, il a gagné, sans sourciller. À 90%, ça, j'y reviendrai tout de suite. Maintenant, voilà, moi, comme d'habitude, bah, je vais être assez d'accord avec ce que Romain dit, hein. Moi, j'ai toujours un avis un peu entre les deux, dans le sens où c'est un ultra phénomène. Il grimpe super bien, il est très fort sur les longs efforts, il est super fort en contre-la-montre, donc c'est un coureur hyper complet. Donc oui, ça va être un super coureur de grand tour et c'est un crack de fou. Mais il faut nuancer, il faut un petit peu garder la tête sur les épaules. On est très bien placé pour le savoir. Evenepoel, bon, c'est un super coureur, même plus que ça. Kian, il peut encore le devenir, mais on sait très bien de quoi on parle quand on dit qu'il ne faut pas s'enflammer. Remco, on l'imaginait déjà avec 4 grands tours à l'heure actuelle, tu vois. Il en a un. Et c'est pas le meilleur coureur du monde. Donc voilà, c'est pas parce que à 18 ans, tu es le meilleur que tu seras le meilleur à 24 ans. Déjà, premièrement, parce que les courbes de progression sont différentes. C'est que ça, ok, il court déjà en World Tour, c'est peut-être qu'il est plus précoce, mais donc justement, il a déjà tous les entraînements d'un coureur World Tour, il a plus de caisse, plus de front, parce qu'il fait des courses plus longues qu'Jarno Widar, donc il a un entraînement déjà plus poussé que Widar. Et en plus de ça, comme disait Romain, quand tu as 24 ans, tu ne te bats pas avec seulement les gars de ton âge, tu te bats aussi avec les meilleurs de chaque génération. Et en termes de chiffres, c'est que ça, c'est super fort, mais il sort pas des performances plus fortes que Remco à son âge, plus fortes que Ayuso à son âge, ou plus fortes que Kian à son âge. Euh, donc il dit ici qu'il est à 90%. Bon, déjà ça, c'est une façon de parler, hein, qu'on soit bien d'accord, parce que si c'est que ça c'était à 90%, qu'on lui rajoute 10%, il bat Pogacar, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Parce qu'en termes de watts par kilo, il égale sa meilleure performance de sa vie, qui était lors du Dauphiné sur l'étape de Combloux. Donc ce qui n'était pas si mal que ça, hein. Je veux bien croire qu'il ait encore quelques petits chiffres, quelques petits pourcentages à venir chercher, mais il n'était pas si mal que ça. Et donc ça veut quand même dire qu'un gars comme Erno Vidar, un gars comme Finn, qui d'ailleurs est plus jeune que Sexas, s'il arrive à le suivre alors qu'il est quand même dans une bonne forme, bah, c'est qu'ils n'auraient pas été ridicules non plus au Dauphiné, hein. Donc oui, c'est un crack parce qu'il est fort partout, mais en sortant ses meilleurs chiffres, il a eu du mal à lâcher les autres de sa roue et il a perdu 2 fois. Donc oui, c'est un crack, mais il faut pas s'enflammer non plus. Ouais. Euh, Alors, je suis beaucoup moins spécialiste que toi des chiffres, donc je vais pas trop m'avancer. Maintenant, je me dis que quand il est chez les pros, les chiffres, il y a aussi sur la durée, sur la distance, la caisse Ouais. qu'il a peut-être par rapport à d'autres. Donc, je pense qu'il y aura tout ça à prendre en compte. Moi, je retiens deux choses contre, et après, moi, je vais m'enflammer un petit peu, justement. Mais non, je retiens deux choses contre qui m'inquiètent chez Romain, ce qu'il a dit, c'est la pression. J'ai très, très, très peur pour un jeune Français si talentueux de la pression qui va être foutue. Il va falloir Mhm. pouvoir vivre avec. Et je retiens ce que tu as dit, clairement, j'allais en parler, c'est à l'instant T, il me semble incroyable. Mais Ouais. vraiment incroyable, sans comparaison, moi, avec des Ouidar, qui sera aussi un petit craquito, qui va nous en valoir des belles en théorie, on verra. Euh, Maintenant, le problème, c'est effectivement, ils sont prêts tellement plus tôt, la marge de progression de chacun, on la connaît pas. Ouais, Et moi, c'est clair. c'est ça qui me fait un peu. Peut-être qu'il est incroyable là, mais si c'est son max, ce sera un bon coureur et c'est tout. Alors, son max, j'exagère peut-être un petit peu, hein, mais on ne sait pas ce qu'il a encore comme marge de progression. Il va quand même falloir bien, bien progresser pour aller gagner. Parce que Romain, tu parlais de plusieurs Tours de France, même pour en gagner un, il faut quand même encore de la marge. Mhm. Donc, C'est clair. oui, nous, on l'a connu. Alors, Kian, c'est un cas particulier parce qu'il y a eu tous les problèmes aussi de santé et tout ça, ce qui peut arriver à tout le monde d'ailleurs, mais là, c'est pas vraiment le sujet. Mais c'est vrai que
On s'est emballé aussi avec Yann, et même en dehors des problèmes de santé, je pense qu'on se rend déjà compte qu'on s'est peut-être un peu trop emballé. C'est-à-dire que Kian, c'est peut-être un mec qui peut nous faire des top 5 sur les grands tours, etc. Mais on était prêt à le voir gagner des grands tours. Certains disaient il va gagner un grand tour avant que Remco gagne un deuxième, quoi. Bah, peut-être on s'était emballé aussi. Donc oui, sur tout ça, je vous rejoins. Par contre, là où je vais m'enflammer, moi, c'est pas sur son tour de l'avenir. C'est sur un mec qui débarque comme ça, qui était junior l'année passée, si je dis pas de conneries, et les débuts qu'il fait, la première course qu'il fait, alors vous allez regarder le top 5 de la Marseillaise, vous allez me dire, ouais, ça va, c'est bon, il bat des no-name. Ouais, mais la course, les gars, première course dans le peloton professionnel, le gars, il a l'attaque tout le temps, il roule dans le final, il prend des relais, etc. Il vient encore faire ça avec du sprint, je me dis, mais oh là là, c'est quoi ce phénomène? Puis il est bon sur le Tour des Alpes. Le Dauphiné, il fait huitième. Tout le monde dit toujours il fait huitième, il fait huitième. Ouais, il a une bête chute en montée, je pense, ou un truc comme ça. Je me demande Mm. si sans ça, il n'est pas sixième du général. Ouais, mais les gars, Ah oui, il est super. sixième, vous avez vu le plateau du Dauphiné, quoi, hein. Mhm. Donc, oui, je dis pas que c'est Pogacar ou Evenepoel. Mais pour moi, on est sur un mec. Alors, je me fais passer pour un con un petit peu, parce que je l'ai dit pour Romain Grégoire, qui manifestement n'est certainement pas quand même de cette trempe-là. Ou oh, bah, après, ça dépend aussi des maturités de chacun, mais on est sur un fantastique où les autres sont peut-être sur des bons coureurs. Moi, je pense qu'on sera sur un fantastique. Un fantastique, ça veut pas dire Tadej Pogacar, hein. Oui, c'est tout à fait possible. Bah, il a tout pour à l'heure Voilà. actuelle, c'est clair. Mais il faut pas faut pas oublier les autres, quoi. Parce qu'ils ont peut-être des marges de progression aussi et que un Finn et un Wida, c'est quand même costaud, hein. Oui, oui, bien sûr. Faut pas les enterrer. Franchement, ça dépendra de la marge de progression. Moi, je pense que Sexas, à l'heure actuelle, est plus à même d'aller remporter un grand tour, notamment parce qu'il est meilleur en contre-la-montre. Mhm. Mais je serais pas étonné qu'un Widar aille taper plus de classiques que lui, par exemple. Oui, oui. Et il travaille sur les grands tours, hein. C'est son Mhm. entraîneur, je pense, ou je sais plus qui a déclaré il le voyait bien un jour top 3 d'un grand tour, quoi. Ouais, ouais. Oui, oui. Mais c'est vrai que il y a, enfin, c'est que ça, il y a la pression, il y a le projet, effectivement, de Mhm. lui faire gagner un Tour de France pour ses sponsors, et pour la France, bien évidemment. Donc, ça va être une pression de dingue. Moi, je rappelle quand même aussi que lorsqu'il a fait sa dernière année junior, où c'était un des deux Krakito, il était battu par un Albert Witten Philipsen, qui est passé chez les pros aussi, chez Lidl Trek. On va me dire qu'il a beaucoup moins montré de choses que Paul Sexas cette année-ci, c'est vrai, mais qui a aussi été beaucoup plus préservé quelque part, sans doute, que Sexas. Et donc, c'est là qu'on va pouvoir voir aussi, justement, peut-être, ça va être peut-être lui le meilleur curseur, hein, puisque tous les observateurs des cours juniors nous avaient dit Witten, Philipsen et Sexas, c'est deux extraterrestres qui rappellent effectivement Remco Evenepoel. Chez les juniors, c'est la première fois qu'on voyait des monstres comme ça depuis Evenepoel. Evenepoel était lui-même un monstre générationnel, comme certains aiment le dire aujourd'hui. Et donc, ce serait intéressant de voir dans l'évolution rapide, parce que même si c'est que ça, alors j'ai vu de tout, hein. Il va faire top 10 du Tour de France l'année prochaine, des mondiaux de Kigali, des trucs en Europe, des courses limites sur un sprint massif. Hein. Voilà, de nouveau, ne nous emballons pas excessivement. Il y a moyen de s'emballer parce qu'effectivement, c'est un super crack. Mais donc, ce serait intéressant de voir quelqu'un qui va être jeté tout de suite comme ça dans la fosse au lion et de voir comment un Witten Philipsen à côté va évoluer et de voir finalement dans 5 ans ben, où en seront ces deux-là. Et un autre gars aussi que j'aimerais citer, c'est un Isaac Del Toro. Un Isaac Del Mhm. Toro, voilà un autre format aussi. On ne le connaissait pas, hein, sincèrement, avant qu'il gagne le Tour de l'Avenir. On l'avait vu, pour ceux qui suivent vraiment les courses chez les Espoirs, on l'avait vu faire une course ou deux. Mais le mec a remporté sa course-là. Et puis, il arrive chez les pros. Il fait deux saisons de ma boule aussi. Hein. J'ai la première saison de Del Toro. Je trouve qu'elle vaut la première saison de Seixas. Alors, on me dit, oui, mais il y a 3 ans de différence. Oui, mais là, je rebondis sur ce que tu viens de dire, Damien. Il y a 3 ans de différence. Mais Del Toro est arrivé plus tard en World Tour. Et donc finalement, il va avoir la même expérience en termes de nombre d'années que Seixas. Et donc, tout ça pour dire quoi? Que Seixas, bien sûr, de ce qu'on a vu ici sur un Tour de l'Avenir, qui est un mini-tour de France, il est au-dessus des autres, clairement. Aujourd'hui, il est au-dessus des autres de sa génération, parce qu'on avait une super start list dans ce Tour de l'Avenir.
mais il manquait Witten Philipsen, il n'y avait pas des Del Toro. Il y aura quand même encore des Evenepoel, des Pogacar, etc. Donc Bien voilà, sûr. c'est ça où je tempérerais effectivement les ardeurs, même si, clairement, peut-être que la France n'a jamais eu un si grand champion depuis Bernard Hinault, en tous les cas sur le papier et au niveau du potentiel. Mm. Mais on va passer au Ayuso. Moi, avant qu'on passe sur le cas Ayuso, juste un petit mot pour nos amis français et pour nos amis belges. Nos amis français, ne faites pas l'erreur qu'on a fait peut-être nous, ou en tout cas certains Belges avec Remco, de saouler vos voisins en faisant beaucoup trop autour d'un coureur, parce que vous allez dégoûter certains Belges du garçon qui n'y peut rien et qui est certainement un super coureur. Amis belges, rappelez-vous, quand on a eu Remco, ce que ça nous a fait, comprenez que les Français s'emballent de fou quand ils ont un tel talent. Bien sûr. Et donc, soyons tout à fait conciliants quand certains Français exagèrent parce qu'on fait exactement pareil avec nos talents belges. Tout à fait, et j'irai même plus loin. C'est intéressant de voir que finalement, en tout cas, deux des tout gros cracks de la nouvelle génération qui arrive, Belgique, France, ce sont les pays qui ont, je ne vais pas dire inventé le cyclisme, parce que nos voisins hollandais, évidemment, seraient vexés, mais en tous les cas, voilà deux nations historiques du cyclisme qui euh, voient enfin de très beaux jours devant eux. Pas qu'eux, ils n'avaient pas eu de beaux jours devant eux ces derniers temps, hein, mais enfin, là, c'est vrai qu'il y a un vivier, il y a un potentiel, tant en France qu'en Belgique, qui est vraiment séduisant des deux côtés de la frontière, finalement. Ouais. Mais un cyclisme qui était un peu dans le dur, c'est celui de l'Espagne, hein, qui a été porté très longtemps par Valverde. Et puis on a eu Carlos Rodriguez et Ayuso qui sont arrivés. Bon, Carlos Rodriguez déçoit un petit peu, c'est pas le sujet de l'émission. On va parler de Juan Ayuso. Alors, ben, on va rien cacher aux auditeurs. C'était prévu qu'on en parle avant d'apprendre, oh, je ne vais pas dire la bombe, parce qu'on s'en doutait tous, Mhm. la séparation entre UAE et l'équipe Emirati. Mais on voulait déjà en parler avant ça. Ben, moi, je voulais en parler suite à sa victoire d'étape sur la Vuelta, parce que j'ai lu tout et son contraire, et donc je veux simplement votre avis. On va juger personne ici, on a chacun nos avis. Euh, Sa victoire, après avoir très vite lâché du temps dans la première étape de montagne, c'est l'orgueil du champion. J'ai lu que ça avait même comparé ça à ce que Remco a connu, une craquante, et puis aller regagner derrière des étapes, ou c'est une preuve peut-être d'un mec qui n'a pensé qu'à sa gueule depuis le début. Eh ben, encore une fois, entre les deux, parce que je pense très honnêtement que les deux fois où il lâche, c'est un choix, mais je vais quand même pas aller jusqu'à dire que je sais si c'est un choix personnel ou pas. Si c'est l'équipe qui est d'accord et qui disent OK, on aimerait bien les sécuriser quelques étapes comme Yates l'a fait pour Visma sur le Tour, alors pourquoi pas? Mais je ne veux pas croire une seule seconde qu'il a lâché au physique et qu'il s'est relevé mentalement le lendemain. Ça, je pense pas. Il s'est lâché, il vous laisse lâcher, encore plus la deuxième étape, pour après aller gagner des étapes. Ça, c'était pas Eh une ben, craquante, quoi. moi, je ne veux pas croire une seule seconde que UAE hein, mise sur les étapes à Ayuso au départ de la Vuelta, mais peut-être que je me trompe. Mais avant Ah, je ça, je vais pense laisser pas non plus, parler mais Romain. voilà. Oui, non, c'était très étonnant parce que quand on est Juan Ayuso et qu'on est supposé être un crack générationnel, on en revient toujours avec cette expression qu'on finalement on peut la coller à 10 mecs, hein. En fait, c'est vrai. Ouais. Euh, mais c'est vrai que, alors oui, il n'a pas eu la préparation idéale parce que non, il ne devait pas être sur cette Vuelta. Enfin, quand on est celui qu'on nous présente et qu'on nous défend depuis maintenant plusieurs années, on lâche pas comme ça dès le premier col dans une Non. étape de montagne. Et donc, pour tout ce qu'on sait, en fait, j'aurais été un peu plus nuancé si on n'avait pas appris entre le moment où on a décidé de faire cette émission et le moment où on l'a fait, si on n'a pas appris ce départ à l'amiable. Je pense que ce départ à l'amiable, tu ne l'annonces pas en plein milieu d'une Vuelta s'il n'y a pas le feu complet dans Ouais. cette équipe. Et on l'a tout de suite perçu. Almeida, au soir de la dernière étape avant le jour de repos, a eu des réflexions aussi en disant bah, j'aurais quand même bien aimé avoir un coéquipier, mais voilà. Parce qu'on parle d'Ayuso, mais on peut parler de Jay Vine également ou d'autres qui, effectivement, quand il s'agit d'aller gagner leur petite étape, ils sont une jambe au-dessus de tout le monde. Mais le lendemain, oh, pff,
non, là, aujourd'hui, il va falloir que je me batte un peu plus, donc non, je prends 10 minutes. Enfin, quand on voit que Juan Ayuso a écrasé avec une facilité déconcertante son étape, et puis le lendemain termine derrière Arne Marit. Enfin, j'aime beaucoup Arne Marit, mais Arne Marit est tout sauf un grimpeur, et Arne Marit termine avec 5 minutes ou 6 minutes d'avance sur Ayuso au sommet de Val d'Escaraï. Voilà, faut arrêter. Le gars est vraiment venu, je suis convaincu, mais je peux me tromper parce que j'en ai jamais parlé avec lui, on n'est pas dans le secret des dieux, loin de là, on voit ça de notre petit fauteuil, mais ma conviction, c'est que le mec, il est venu jouer sa carte perso, tout Mhm. seul, il n'avait rien à faire du truc des choix d'équipe, et ce qui a amené, par contre, ce statut, enfin, cet état d'esprit, bah, c'est tout ce qui s'est passé avant. On a vu De Almeida râler contre Ayuso qui ne travaillait pas selon lui assez pour Pogacar sur un Tour de France. On sait bien qu'il y a eu des bisbrouilles, il y a eu un abandon sur le Tour d'Italie avec beaucoup de choses qui se sont dites ou pas dites peut-être justement aussi entre le coureur et son management. Et puis je vais même aller au-delà. Quand on voit le niveau zéro, je vais le dire franchement, tactique des DS quand Pogacar n'est pas là, ben, je me demande si en termes de management, si c'est s'ils ont la même science de la course qu'ils ont leur science du management, ça doit être une catastrophe ambulante. Et donc vous avez Pogacar qui est là, qui est le roi au milieu de la maison, tout le monde ferme sa bouche, et puis dès qu'il n'est pas là, ça part dans tous les sens, c'est pas une équipe, c'est un panier de stars. Et voilà, quand il y a un star qui a un ego un peu plus démesuré que les autres, ça ne va pas, et donc il doit partir. Et puis j'irai même au-delà, je pense que je vais m'arrêter là, mais ça montre deux choses aussi selon moi. Ça montre que d'une part, faire signer des contrats astronomiquement longs aux coureurs dans le cyclisme qui évolue aujourd'hui tel qu'il est, ça ne sert plus à rien. On peut les casser. Remco Evenepoel a cassé le sien avec Soudal Quickstep il y a un mois. Ici, c'est Juan Ayuso qui casse le sien avec UAE. Donc c'est une première Directive vient chose. de casser le sien. Derek J vient de casser le sien, ou en tout cas essaie de casser le sien. On n'a pas Ouais, encore ouais, Mhm. confirmation que ouais. Israël, Premier Tech, va accepter. Euh, et alors, la deuxième chose, c'est qu'effectivement, euh, le fric aujourd'hui a énormément de place dans le vélo, de plus en plus. On est en train d'assister maintenant, finalement, les transferts, il n'y avait pas avant. C'était en fin de contrat, on allait ailleurs, etc. Ici, on commence à voir arriver les vrais transferts parce qu'il y a aussi les vrais managers qui viennent tourner autour des coureurs. Mais enfin, on voit aussi qu'avoir tous les grands champions dans une seule et même équipe, ça ne va pas, c'est pas possible. Et moi, c'est ça qui finalement me donne de l'espoir. C'est qu'un gars comme Ayuso est capable de dire merde à la plus grosse équipe qui a le plus gros salaire, parce que je serais étonné qu'il aille chercher un salaire aussi important que ce qu'il avait chez UAE dans une autre équipe, que ce soit Lidl, parce qu'on parle beaucoup de Lidl, ou une autre. Ce serait compliqué quand même, je pense, à mon avis. Mais donc, voilà, c'est peut-être entre guillemets rafraîchissant se dire, OK, tout n'est pas perdu, on ne va pas avoir deux ou trois superpuissances et puis toutes les autres équipes qui n'ont rien à revendiquer. Par contre, on va peut-être en avoir effectivement 6, 7, et là, toutes les petites équipes, et euh, que ce soit en Belgique avec Lotto et Intermarché, que ce soit en France avec Arkea, avec peut-être Total Energy, hein, qui reste pour l'instant, mais qui va certainement ficher le camp avec, euh, avec Ineos un jour ou l'autre, bah, pour toutes ces équipes-là, ça va vraiment devenir difficile, quoi. Donc voilà, c'est vraiment ce cyclisme à deux vitesses, avec parfois des bonnes surprises, même si on se doute bien qu'Ayuso ne va pas aller chez Arkea BNB ou chez Lotto, bien évidemment. Ouais. Moi, je vais être vraiment cash. Il pense qu'à sa gueule. Il pense qu'à sa gueule. Maintenant, là où je vais un tout petit peu lui donner du crédit, c'est même pas lui donner du crédit, c'est est-ce que euh, on peut lui en vouloir totalement de ne penser qu'à sa gueule? En fait, voilà, je suis pas nuancé sur le fait qu'il ne pense qu'à lui. Est-ce qu'on peut totalement lui en vouloir dans une équipe où il se sent pas bien, où il a Ouais. peut-être pas reçu non plus le rôle que lui désirait et qu'il aurait peut-être mérité par-ci par-là, j'en sais rien. Dans une équipe où on lui dit tu seras au départ de la Vuelta parce que le roi Pogacar a décidé que finalement il la faisait pas, donc toi t'avais pas prévu, mais tu vas y aller, point c'est tout. Voilà. Bon, a priori, je mets beaucoup plus je connais plus l'expression, je perds mes mots, mais plus de choses au discrédit de Ayuso que de l'équipe, mais voilà, je vais lui laisser un petit peu le crédit quand même. Ouais, ça dépend comment on l'a traité. Mais a priori, tant que tu es encore dans ton équipe, tu respectes quand même ton équipe et tu fais pas ça. Parce que sinon, comme tu nous as dit en privé, là, on peut lui donner un autre maillot, quoi, hein. Et Ouais, là, j'avais tout. clairement, à partir de demain, donnons-lui un autre maillot parce qu'il ne roulera plus pour UAE et UAE roulera plus pour lui, ça c'est sûr.
Ah ouais, c'est comme je vous ai dit au privé, effectivement, quand j'ai vu. En fait, j'ai dit ça sur le jour où Ayuso gagne son étape, parce que Mm. Vine a pas mal de fois relancé derrière, etc. Effectivement, je dis, bah, à ce moment-là, qu'on mette Ayuso sur maillot neutre pour la Vuelta, et puis on voit. Je voudrais réagir à certaines choses. Bon, qu'Ayuso termine très 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 loin en soi. Si on des gens qui ne regarderaient que le classement, on pourrait se dire bah ouais, mais bon, après à un moment donné, il n'y a plus d'intérêt, il se relève. Ouais, si c'était après avoir bossé un peu pour Almeida, il n'y a pas de souci hein, qu'il prenne 25 minutes. Sauf que le gars, il fait rien, mais rien du tout pour son leader. Bien sûr. Mhm. Physiquement, le premier jour, bien entendu qu'il n'a pas lâché physiquement, c'est sûr et certain. Quand tu vas gagner ton étape, et quand le lendemain tu as Valdez-Caraï, alors oui, le pied est un peu plus costaud, mais c'est même avant le pied qu'il lâche, j'ai l'impression. Il y avait vraiment aucune envie de rester en se disant, ben, voilà, si jamais je dois bosser, parce que quand Jorgensen attaque avec Vingegaard, Ayuso n'est déjà plus là, hein. Non, Hmm. Et non. pourtant, on est vraiment au pied, hein, il reste encore 11 km d'ascension. Mais donc, je veux dire, ça veut dire que Ayuso ne sait même pas, ou alors de nouveau, et j'en reviens à ce que je disais, peut-être que dans les oreillettes, j'y crois quand même pas, mais qu'on a dit à Ayuso, écoutez les gars, voilà, on est au pied de la dernière ascension, les gars, vous pouvez vous reposer, euh, parce qu'après on a encore une journée de repos en plus, donc reposez-vous vraiment, vraiment, vraiment bien, pour après jouer des étapes après. Enfin, c'est Ouais. impensable. Alors si c'est le cas, c'est une erreur catastrophique de la part des DS, ce ne serait pas la première, mais enfin, c'est certainement, effectivement, lui. Parce que le problème, c'est que lui, il a sauté tout de suite, Vine a sauté tout de suite, Solaire, on l'a un petit peu aperçu, et donc on se retrouve finalement comme au Tour de France, où au début du tour, alors après ça s'est un peu inversé, mais au début du tour, rappelez-vous, on disait, bah, derrière Pogacar, il y a personne, quoi. Il y avait Wellens, et c'était tout. Et donc il y a deux, trois braves gars comme ça, comme un Wellens, comme un Adam Yates, qui pourrait revendiquer un poste de leader dans toutes les autres équipes du peloton World Tour, qui là vient jouer parfois le rôle de deux, voire de troisième homme, et qui manifestement s'en contente. En tout cas, il ne dit pas tout haut ce qu'il pense, contrairement à d'autres, mais on remarque quand même que depuis que Yates joue un peu les équipes de service, il rentre dans le rang progressivement, et c'est pas forcément une question d'âge, hein. Donc, je pense que cette accumulation vraiment de champions, elle est au final néfaste Mhm. pour tout le monde. La déclaration d'Almeida montre aussi que ça se passe pas très bien en interne. Parce que, et attention, ça ne décharge pas le choix d'Ayuso, si c'est lui qui l'a choisi, de ne pas vouloir aider. Parce qu'en effet, là, quand il lâche directement, c'est qu'il n'a pas prévu d'aider. Mais d'un autre côté, Almeida, il râle parce qu'il n'avait pas d'équipier, ok. Mais je veux dire, à partir du moment où Vingegaard attaque et que Almeida est au train, il lâche tout le monde, qui aurait pu l'aider, tu vois? Puis c'est comme lui dit Pitcock, pardon, roule moins vite et là peut-être que tu auras des gens qui vont rouler avec toi, mais là il allait trop vite. Donc je pense pas qu'Ayuso aurait pu l'aider. Ça n'enlève rien au choix d'Ayuso, mais ça prouve bien, selon moi, que en interne, ça ne doit pas très très bien se passer. Justement, je voulais aussi réagir là-dessus sur le reste de l'équipe UAE, mais d'abord, je vais rester avec Ayuso. Euh, sur ce que vous avez dit, le niveau d'Ayuso, moi, je sais pas s'il aurait pu être là ou pas. Bon, on peut peut-être estimer que non, vu qu'il n'a pas eu la prépa idéale, mais je ne jurerai de rien. Parce que oui, l'étape qui prend, peut-être que ceux qui adorent Ayuso vont me dire, ouais, mais les gars, il bat que des échappées, il faut voir qui il bat. Oui, c'est vrai, mais la manière dont il gagne son étape, en restant pendant des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres avec 20 secondes d'avance, le gars, il était costaud, très, Mhm. très, 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 très costaud. Assez que, je vais revenir à la toute première étape où il lâche du temps, assez que même si il n'a pas les jambes extraordinaires, etc., on a tous dit dans nos previews, que ce soit ici ou dans d'autres podcasts que j'ai écoutés, la force UAE, c'est la doublette contre Vingegaard. Ben bluff, reste avec cette doublette dans un premier temps. Ça servira peut-être à rien, mais la moindre des choses, si tu veux aider ton équipe, c'est tant que tu peux, tu restes là. Et si vraiment tu es très très mal, même ce jour-là, essaye peut-être toi de prendre une offensive pour faire travailler la Visma qui aurait peur de toi, j'en sais rien. Mais dès ce premier jour, et voilà, dès ce premier jour, à la limite, non, admettons, dès ce premier jour. Mais dès ce que j'ai vu le lendemain, moi, j'ai pas attendu qu'ils prennent 22 minutes dans la dernière avant le journée de repos, c'est bon, on avait compris, c'est du foutage de gueule. Et alors, Titan, Titouan, si tu nous écoutes, c'est pas personnel, parce que je sais que toi, t'as comparé avec Remco, mais t'as pas été le seul. Moi, je vais vous dire un truc. Je trouve que cette comparaison avec Remco, je vais être un peu violent, désolé, mais c'est de la merde. C'est de la merde, pourquoi? Remco, il est venu chercher un classement général. Ouais. Ça allait, et puis il se prend une claque phénoménale
mentalement hyper dur. Et il se relève de ça. Là, il faut vraiment pouvoir franchement se relever d'une telle désillusion. On parle pas que de physique, on parle d'une telle désillusion. Mentalement, se relever de ça. Ayuso, on entend ses déclarations. Ouais, moi, je suis venu chercher des étapes, hein, j'étais pas prêt. Mais où est l'orgueil du champion? C'est le choix de la facilité. Il y a zéro orgueil là-dedans. C'est le choix de la facilité d'aller se battre contre des mecs qui n'ont pas du tout ton niveau. Et je comprends, hein. Je dis pas que le choix de la facilité est un mauvais choix. Il y en a d'autres qui l'ont fait s'ils se sentent incapables d'aller gagner un grand tour, de plutôt jouer des étapes. Je remets même pas ça en cause. Sauf que tu es chez UAE et que, bah voilà, bosse quand même encore pour un gars qui est finalement Almeida le deuxième favori et qui était peut-être à même de concurrencer Vingegaard. Bon, apparemment ce ne sera pas le cas et on n'y croyait pas trop, hein, mais voilà. En tout cas, je trouve que la comparaison avec Remco, elle tient pas tellement la route. Et alors, la dernière chose que je voulais dire sur UAE, mais Romain, tu le sais bien, parce qu'on a déjà parlé au privé, je suis d'accord sur le fait qu'ils sont mauvais tactiquement quand Pogacar est... De toute façon, même quand Pogacar est là, ils sont mauvais tactiquement, c'est juste qu'il n'y a pas besoin. Mais, je suis un peu en désaccord sur tout le reste de l'équipe ici, ce qu'on voit sur la Vuelta. Parce que je pense que quand tu sais que tu n'es pas hyper favori pour aller gagner le grand tour, c'est quand même normal de viser des étapes. Peut-être pas avec Ayuso, justement, qui est le meilleur pour pouvoir aider Almeida, en théorie. Donc c'est pour ça que ça me gêne avec Ayuso. Mais quand Vine ait claqué son étape, j'ai pas de souci. Que Vine soit une jambe au-dessus des échappées, mais ait du mal à beaucoup aider Almeida. Il a fait un tout petit peu quand même sur la dernière étape. Il a mené un très, bon, pas très longtemps, hein, très vite explosé, mais je crois que physiquement, moi, ça me choque pas. Je pense que Vine, il a fait ce qu'il a pu. Alors oui, il use peut-être des forces, évidemment, en prenant des coups les jours avant, hein, mais... Et Solaire, j'ai lu sur des réseaux, oui, Solaire, il veut pas aider, il cherche à faire son fond de top 10. Mais non, là, je rejoins ce qu'Alexis a dit. En fait, je crois pas que les mecs, ils ont pas voulu. C'est parti tellement tôt. Almeida a dû y aller tout seul, et les autres, bah, ils sont pas capables de rouler. Oui, ou alors Almeida, il roule moins vite, mais ok, les autres Ouais, vont non. travailler pour lui, mais l'addition sera plus salée au final, hein, donc C'est juste que là, il voilà. pouvait pas râler qu'il y ait personne avec lui. À un moment donné, Bah, quand il elle... peut râler sur Ayuso. Moi, je pense que ce n'est que Ayuso, hein. Ouais, Je oui, pense il que visait c'est visé Ayuso, Ayuso, hein. mais il visait Ayuso, mais est-ce que même à son meilleur niveau, Ayuso aurait pu être là? Je sais pas. Je sais Peut-être, pas. hein. Mais à partir d'un moment où tu es le deuxième plus fort d'un grand tour, c'est normal que régulièrement tu sois seul face au premier. Bien sûr. Et je sais pas s'il visait. Si Ayuso aurait pu être là, je pense qu'il visait que Ayuso, quoi qu'il arrive, Ouais, même. De toute façon, sûrement. c'est maladroit, hein, Ouais, ouais. d'aller parler de tes équipiers. Ou alors, ce qui est très très con, mais tu rentres dans un clash direct, tu cites Ayuso, ou alors tu parles pas de tes équipiers comme ça, les autres qui vont peut-être vouloir se dévouer. Et un tout dernier truc, et après on passera à un dernier sujet qui me tient à cœur, qu'on n'a pas annoncé, c'est le petit sujet surprise. Euh, Romain a parlé de management où il serait peut-être aussi mauvais qu'en DS. Si vraiment c'est une décision du AE de dire à Ayuso, bah ouais, relève-toi tout de suite, va chercher tes étapes, alors que tu as ton leader, Almeida, qui lui, quand même, a su se dévouer pour Pogacar, mettre des ambitions de côté de temps en temps, qui fait une super saison, et tu vas permettre à un mec qui s'en va, etc., de dire, ouais, bah fais ce que tu veux, et ne pas soutenir ton leader. Mais alors là, en management, mais c'est zéro. Tu as perdu Ayuso qui n'était pas content de ce qu'on te donnait. Tu veux perdre Almeida aussi, en fait, en lui donnant rien. Non, c'est pas possible, ça. Moi, je peux pas croire que l'équipe ait dit, bon, bah, Joao, voilà, nous, on prend Ayuso parce que Pogacar sera pas là. Donc bon, Pogacar est pas là, donc du coup tu récupères vraiment le siège de leader. Mais bon, en contrepartie, du coup, on va quand même donner à Ayuso la possibilité d'aller se claquer quelques petites étapes. Bah, on sait qu'il va pas rester chez nous, mais tant pis pour toi. Et non, pas possible. Pas possible. Ou alors les gars, effectivement, ils sont zéro en management aussi, hein. Bref, venons sur un sujet qui me plaît beaucoup plus. Une autre des actus, là, c'est Arnaud Delis. Arnaud Delis qui enchaîne deux courses Mhm. World Tour comme ça. Euh, Ça peut en fait être un petit sujet débat. Ce que j'ai envie de vous demander, c'est est-ce que ce qui s'apparentait à une saison vraiment pourrie pourrait être vraiment la saison déclic finalement pour Arnaud Delis, c'est-à-dire la saison qui là lui fait passer un vrai palier et qui nous permettrait peut-être de voir en 2026 Arnaud Delis comme on l'a jamais vu, ou comme on est en train de le voir maintenant, tout constant pendant une année en tout cas. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est possible parce que autant c'est pas forcément sa meilleure année, mais c'est l'année où il a compris ce qui ne lui convenait pas. A priori, on en a déjà parlé d'ailleurs sur le petit plateau, les stages et autres, c'est pas pour lui. Il a eu beaucoup de mal et il semble avoir trouvé la recette, qui est le plaisir. Il travaille au plaisir, Arnaud, c'est sûr. Mhm. On en a déjà parlé, il travaille au plaisir. Donc, s'il a trouvé la recette et qu'il sait l'appliquer tout au long de l'année, là, oui, ce sera ça le déclic. C'est même pas. Ouais, c'est de savoir ce qu'il doit faire
pour garder le plaisir sur le vélo. Et c'est qu'en gardant le plaisir qu'il continuera à performer. Maintenant, là où je me pose la question, et j'espère qu'on va pouvoir balayer cette interrogation dès fin février de l'année prochaine, début mars, c'est est-ce qu'il ne performe pas plus là maintenant, fin août, début septembre, parce qu'il ne se bat pas contre des gars qui sortent de stage, justement. Et que Mm. donc il est entre guillemets à armes égales avec eux. Ça, c'est ma petite interrogation. Et est-ce que quand on sera de retour en mars-avril et que lui aura passé son hiver en Belgique, ce que je lui souhaite, parce que c'est comme ça qu'il sera heureux, mais que ses concurrents reviennent de stage, est-ce que là, il n'y a pas un nouveau petit gap qui va se recréer? J'espère pas. C'est pas dit, hein, parce qu'un gars comme Petersen, il fait pas de stage et il performe quand même. Donc voilà. Euh, je m'interroge quand même là-dessus, on verra. Ouais, c'est compliqué. C'est vrai que l'année passée, il avait connu un début de saison assez difficile, lié à des choix d'entraînement, effectivement. Cette année-ci, il avait pu refaire une préparation de saison comme il le sentait. Et rappelez-vous, on en avait discuté avec son frère ici sur le petit plateau, qui nous avait dit, il vient de passer un bon hiver, donc c'est très positif. Et puis finalement, les 2-3 premiers résultats n'étaient pas là. Et puis ce qu'il a vraiment dit ici tout récemment, c'était que il avait perdu l'envie, il avait perdu l'amour finalement du vélo. Et Mhm. là, il le retrouve. Et on sent que c'est quelqu'un, effectivement, qui a une force hors du commun, mais qui a besoin d'avoir le mental qui va avec. Et si le mental est là, pour moi, il a peut-être perdu finalement un an. C'est-à-dire que l'année passée, c'était particulier. C'était entre guillemets pas de sa faute. Alors, je ne dis pas que c'est de sa faute, évidemment, cette saison-ci. Mais ce que je veux dire par là, c'est que au final, on a peut-être aujourd'hui le Dely qu'on aurait pu voir à la même période la saison passée. C'est-à-dire un Arnaud Delis, rappelez-vous, l'année passée, on avait aussi vu revenir tout doucement sur, un peu avant le tour, il avait gagné le Trobro-Léon, je pense, Mhm. et puis Mhm. il a fait un Tour de France tout à fait correct, mais voilà, il n'était pas encore revenu à 100%. Et puis après, sur la fin de saison, on l'a vu gagner plusieurs courses. Il avait été le seul à suivre Pogacar au Grand Prix du Québec ou celui de Montréal, je ne sais plus lequel c'était, mais il- on avait retrouvé un Arnaud Delis, on se dit, ah, ça y est, cette fois-ci, il est reparti. Et c'est ce qu'on se dit maintenant aussi. Donc j'ai envie de dire, bah oui, là il est reparti et 2026, il va enfin redémarrer sur des bases saines et, et- mais peut-être pas finalement. Il nous a montré deux fois pour des raisons totalement différentes que voilà, un petit accro ou un peu moins bien, c'est difficile de revenir, mais il sait revenir. Et donc voilà, est-ce qu'il va nous faire l'année prochaine une saison où il va nous faire des top 5 sur toutes les courses du printemps? Bah, j'en sais rien, je le lui souhaite bien évidemment. Il en est capable, certainement. Mais il y a tellement de facteurs qui dépendent parfois de lui, parfois pas de lui, etc., que c'est très difficile à dire. Mais voilà, au bout du compte, il vient quand même de signer deux toutes grosses courses. Il s'impose dans une course par étapes, devant Mathieu Van Der Poel, qui est un extraterrestre. Ici, il s'impose dans une course World Tour en, en écrasant la concurrence. On va me dire, ouais, mais il n'y avait pas Pedersen, il n'y avait pas Philipsen. Non, mais il y a quand même un Coy, etc. Enfin, je veux dire, la concurrence était là. On a Ouais, ouais. suffisamment entendu, il ne s'est gagné que sur des 1-1. Ben voilà, il gagne en World Tour avec la manière. Et donc, c'est ultra positif. Donc, s'il parvient à garder ce mindset, on va dire ça comme ça, euh, pendant tout l'hiver pour reprendre comme ça, effectivement, là je rejoins Alexis, à la question effectivement du stage qui va peut-être apporter quelque chose à d'autres qui n'y apportent pas à lui, ça j'en sais absolument rien, moi je ne suis pas assez connaisseur à ce niveau-là, qui pourrait peut-être encore changer la donne, mais là je suis dans le même état qu'au même moment l'année passée. On a retrouvé Arnaud, Arnaud est de retour. Mhm. Moi, j'y crois encore plus que l'année passée. Mhm. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un palier qui est passé et que c'est vraiment le déclic. En fait, c'est marrant, c'est la saison, depuis qu'il est pro, où il aura, et nettement pour l'instant, où il aura gagné le moins, mais il aura gagné des courses de qualité, enchaîné, comme tu viens de le dire, deux courses sur le tour, une avec Mathieu Van Der Poel quand même. Bon, il ne le tape pas sur l'étape du mur, mais franchement, va finir dans la roue de Tiens Van la Der route, ouais. Poel. C'est incroyable, hein, quand même. Et donc, ouais, je pense vraiment qu'il y a eu quelque chose qui est passé. La Bretagne classique, il y a Coy, mais de toute façon, la course
en elle-même. Et alors évidemment, si on fait la Bretagne classique avec des gens comme nous, ce sera pas gratifiant. Mais je veux dire, c'est une course déjà qui est de toute façon. Bon après, désolé les gars, peut-être que je vous sous-estime, j'en sais rien. Mais... non mais Je pense c'est pas. une course qui est déjà gratifiante en elle-même, quoi. Ouais, c'est World Tour, hein. C'est World De toute Tour et c'est façon. vraiment une World Tour difficile, Ouais, elle est dure. une belle course difficile, quoi. Mhm. Et il a failli gagner 3 World Tours d'affilée, hein. Alors je sais, on peut dire avec des si, hein, failli, mais à Hambourg, il y a un numéro incroyable de Townsend qui résiste, qui était échappé depuis X temps, mais c'est encore Mhm. Adeli qui va gagner le sprint derrière, hein. Donc là, moi je pense, alors oui, attention. Je ne veux pas dire qu'il va aller gagner même des Flandriennes l'année prochaine, même si j'espère toujours, voilà, Newsblad ou quoi, ça je l'espère vraiment. Mais ouais, je crois vraiment, vraiment que c'est la saison déclic. Donc l'année prochaine, mon prono fou, ce sera Arnaud, Arnaud Joly remporte Paris-Roubaix. Ouais. Non, je déconne, on verra, mais Je Il y a, te il y suis a- là. ouais. Il y a un élément aussi qu'on n'a pas abordé ici, c'est l'environnement sportif, hein. mhm, Je veux dire, jusqu'à ce que Arnaud retrouve ses sensations ici pendant l'été, l'auto cette année-ci, c'est une catastrophe. Pour mhm. plein de raisons, hein. Lennart Van Etvelt est plus souvent tombé qu'il n'a couru, j'ai l'impression, cette année-ci. Donc il a raté tous ses rendez-vous. Euh, Maxime Van Gils est parti un peu avant le début de la saison dans un mano, enfin dans un bras de fer avec la direction sportive. Ça a été compliqué. Donc, aucun résultat. Yeno Berkmoes l'année passée, qui était dans cette, dans le sillage d'un de Ligt qui vient de faire une saison énormissime, cette année-ci, on l'a beaucoup moins vu aussi. Enfin, je cite Berkmoes, je pourrais tous les citer finalement. Il y a pas eu d'engouement, on a l'impression. Et alors, on sait qu'il y a un problème de manque de sponsors. On sait qu'il y a un problème d'argent pour recruter. On a vu un Elia Viviani arriver, mais en dehors de ça, qu'est-ce qu'on a vu qui est venu renforcer l'équipe? Personne, sans vouloir porter Mhm. préjudice aux coureurs qui sont arrivés cette année-ci. Il n'y a pas eu un véritable renfort, alors que tu perds quand même un Maxime Van Gils qui t'a amené un paquet de points. Donc il y a aussi peut-être aussi le fait de se dire, bah, nous, quoi qu'il arrive, on va remonter en World Tour, donc là, on va souffler un an. Il y a peut-être ça psychologiquement qui va jouer aussi. Bref, tout l'environnement sportif autour d'Arnaud n'était pas positif cette année-ci. Et là, quand ça devient un peu plus intéressant, on parle maintenant de la fusion avec Intermarché. On parle, alors on a entendu tout et son contraire, hein, que c'était Arnaud qui allait être le grand leader, et puis on a dit, oh, mais il y a Bini qui va venir avec Intermarché, et puis finalement, ben, Bini va partir chez UAE, et puis on n'en sait absolument rien. Mais donc, voilà, il vit quand même pas non plus dans l'équipe qui est la plus simple aujourd'hui. Et quand on voit encore tous les transferts sortants qui sont annoncés, chez l'auto en tous les cas, on peut commencer à se poser des questions sur la gestion aussi au sein de chez l'auto, hein, la gestion entre guillemets humaine, au-delà de la gestion sportive. Il y a quand même des choses qui sont interpellantes. Quand je vois un Alex Segard qui part chez Bahreïn, ou plus récemment un Brent Van Moer qui part chez Q36.5, pardon, c'est quand même des transferts qui sont relativement surprenants. Le problème, c'est que ça fait deux, trois transferts, ben, ça pose question. Qu'est-ce qui va rester autour d'Arnaud? Et donc, quelle équipe Arnaud aura-t-il l'année prochaine? Et de nouveau, si c'est pour tout recommencer à zéro avec un tout nouveau train, même si on se rend compte finalement qu'aujourd'hui, Arnaud, il n'a pas forcément besoin d'un train. Il faut qu'on puisse venir l'économiser. Il faut avoir on parlait ici en privé, un Oliver Nassen, par exemple, serait un gars extraordinaire pour piloter Arnaud pendant toute une course jusqu'aux 10-15 derniers kilomètres. Et puis là, on aurait un mec ou deux qui doit frotter pour garder Arnaud en tête de peloton. Et puis une fois qu'on arrive sous la flamme rouge, Arnaud fait son sprint. Et en fait, Arnaud n'a jamais été aussi fort que quand il n'a pas un train qui lui est réservé. Quand il a un train qui est réservé, je ne sais pas si c'est une question de pression ou autre, mais il perd systématiquement son poisson pilote, c'est presque une maladie. Et quand il n'a pas de poisson pilote, on le voit débarquer de nulle part. On ne sait pas comment il est arrivé jusque-là. Il remonte d'un coup et il est aussi impressionnant qu'un Tim Merlier, finalement, en termes de puissance développée. Mais il part toujours trop loin. Donc voilà, il y a des petits trucs à corriger. Alors on peut le faire quand on a des automatismes, mais là tout va de nouveau changer. Et donc c'est peut-être ça aussi qui fait que voilà, l'environnement sportif autour d'Arnaud, c'est peut-être ça aussi pour l'instant qui lui fait défaut. Mais alors un truc que j'allais oublier de dire, et tu fais bien de parler de tout l'entourage, etc. Euh, moi, dans l'équipe, toi, tu parles de qui il va avoir comme équipier à son service. Mais moi, c'est peut-être justement dans l'autre sens que j'irais. Euh, Arnaud,
j'y crois très fort. Mais on en a parlé, vous en avez parlé, du plaisir qu'il doit prendre sur le vélo. Je dis pas qu'il n'est pas capable d'être seul leader, hein. Je dis pas qu'il n'est pas capable, hein. Mais je pense qu'avoir un leader de rechange, un co-leader sur les grandes échéances du printemps, ça lui ferait énormément de bien, plus à la limite qu'une équipe à son service. Je pense que quand il y avait l'assurance poids, c'était pas sur les mêmes courses, mais quand il y avait Maxime Van Gils, par exemple, ça lui faisait beaucoup de bien. Je pense que s'il peut, un Jeno Bergmos qui est à un très bon niveau sur certaines courses, ça peut lui faire beaucoup de bien de partager le co-leadership, etc. Je pense que Arnaud, euh, avec la saison qu'il fait là, d'ailleurs on est en train de le faire nous aussi, on va créer des attentes, il va avoir des attentes. Et ce qu'on disait, la pression sur Paul Sexas, c'est pas la même chose sur Arnaud Delis parce que on a plein de très bons Belges, désolé copains français. Euh, mais par contre, Wallon, on n'en a pas tant que ça. Et donc Arnaud, il a quand même une très grosse pression, des grosses attentes qui se mettent à chaque fois sur lui, sans qu'on le veuille, mais à force d'en parler. Et donc moi j'ai peur de ça, parce que qui dit ressentir une pression, une obligation, va dire moins de plaisir. Donc voilà, moi j'espère qu'il aura un vrai co-leader, peut-être justement avec la fusion, ou j'en sais rien, mais j'espère qu'il aura quelqu'un sur qui il pourra compter, et ce ne sera pas spécialement tout Arnaud Delis, tu dois nous sauver, c'est toi qui tiens l'équipe, quoi. Mais on verra, on a encore le temps là. On parle de l'année prochaine, même s'il y a encore des bien belles courses qui arrivent pour Arnaud Delis d'ici la fin de saison. Bon, on va y être attentif, comme on va être attentif à la suite de la Vuelta. Donc, on vous dit de toute façon à très bientôt sur le petit plateau pour poursuivre tout ça. On va essayer un débrief de la Vuelta si on a le temps. Et puis, de toute façon, il y aura les previews d'autres courses importantes, hein. Ouais. Donc, restez connectés. Et justement, ce petit épisode, vous avez vu, hein, il y en a certains d'entre vous qui ont réclamé un peu plus de présence du petit plateau. On est là, on fait un peu autre chose, même quand il n'y a pas de course à débriefer ou à préfacer. Et on Bon, allez, s'emballe plus. Voilà. et on s'en va le plus. Allez, sur ce, les amis, à bientôt et merci d'avoir été là. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao.